Merci beaucoup Frédéric, vous avez parfaitement raison. C'est non seulement une philosophe importante que nous avons parmi nous, mais c'est la philosophe, la seule philosophe qui aujourd'hui travaille sur cette notion d'Europe au niveau des sciences politiques. Merci encore d'être parmi nous, Céline. Alors, un petit mot sur vous, pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Vous êtes professeur de philosophie politique à Sorbonne Université, vous êtes ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie. Vous avez fait une thèse sur Montesquieu en 2000 qui va, on va dire, avoir des résonances même dans votre façon aujourd'hui d'aborder l'Europe. En 2006, vous avez le prix Léon Fauché de l'Académie des sciences morales et politiques pour Montesquieu et l'émergence de l'économie. Et votre façon d'arriver à l'Europe, ce sera au travers de Machiavel, Hobbes, Rousseau, bien sûr Montesquieu, on l'a dit. En 2014, vous allez écrire un ouvrage qui va vraiment être le tournant de votre réflexion sur l'Europe, Penser l'Europe au XVIIIe avec Antoine Lilti, où là, vous allez pouvoir vous pencher sur le commerce, la civilisation, l'Empire, publié à Oxford University dans la catégorie études sur les Lumières. En 2021, vous publiez donc Nos Démos au Seuil, qui va nous permettre justement de pouvoir comprendre souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. Alors tout d'abord, un petit peu de la genèse de cette œuvre. Céline, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Je sais que vous aviez été très frappée par ce vote de 2005. Oui, merci d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, même si je regrette en effet que Justine Lacroix, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, n'ait pas pu être des nôtres. Alors, pour ce qui est de la genèse à proprement parler de l'œuvre, disons que j'ai été très frappée au moment des débats sur le traité constitutionnel européen, donc 2004-2005, j'ai été très frappée de la teneur de la controverse en France. Et en particulier de toute la discussion autour de la question de la Constitution. Donc l'Europe doit-elle avoir une Constitution ou doit-elle seulement reposer sur des traités, c'est-à-dire sur du droit international? Et à l'époque, moi j'étais en fait une fervente partisane du oui, c'est-à-dire en effet d'un vote en faveur d'une constitution. Alors, je le dis tout de suite, bon, il y a sans doute toutes sortes d'opinions dans la salle, je ne le pensais pas parce que j'étais particulièrement admirative du texte qui était sorti de la Convention présidée par notre ancien président Valéry Giscard d'Estaing. J'étais plutôt même assez refroidie par ce texte qui, vous vous en souvenez peut-être, comprenait 3 parties, était beaucoup trop long, beaucoup trop touffu, et qui comprenait d'ailleurs aussi toute une dimension de politique économique, et on peut à bon droit considérer que ces dimensions de politique économique n'avaient pas lieu d'être dans une constitution. Et enfin, ce qui manquait à cette constitution, c'était, comme dans le moment constituant américain 1787, « We the people », nous le peuple européen, nous donnons une constitution. Ça, c'est ce qui faisait défaut. Néanmoins, j'étais aussi persuadée que tous ceux qui arguaient en faveur du non étaient profondément, disons, vivaient dans une sorte d'illusion selon laquelle la souveraineté nationale, la souveraineté étatique et la souveraineté populaire pouvaient rester en l'état. Et il me semblait qu'il y a eu à ce moment-là, y compris en philosophie politique, avec des collègues qui étaient très engagés en faveur du non, il y a eu une sorte de mythologie souverainiste qui est apparue. Alors cette mythologie souverainiste, elle a une longue histoire en France, mais là, tout d'un coup, elle est devenue extrêmement puissante. Et bon, le projet de ce livre, il a duré longtemps, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons que j'ai voulu essayer de combattre, c'est ça le propos polémique du livre, combattre l'armature théorique du souverainisme. C'est-à-dire considérer que le souverainisme était à la fois une posture philosophique et une posture politique qui prenait de plus en plus d'ampleur, et notamment en France, et que, à mon avis, c'était un danger assez redoutable pour nos démocraties. Je constate aujourd'hui que les partis souverainistes en France ont la majorité, et donc je constate qu'il y a là un profond danger à mes yeux, et vraiment le danger d'une illusion sur ce que la vie politique peut être dans le contexte géopolitique qui est le nôtre. Voilà, donc il se trouve que mon livre est sorti le 7 octobre 2021, il y a 1 an exactement, quasiment au jour pour jour.
et qu'il est sorti le jour où la Cour constitutionnelle polonaise, je ne sais pas si vous vous en souvenez, a édicté un arrêt qui a fait énormément de bruit à l'époque, en récusant la primauté du droit européen sur le droit national polonais. Et c'était vraiment un coup de semonce, vraiment un coup de tonnerre, puisque jusqu'à présent, il n'y avait eu que l'Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande, qui, pour de toute autre raison, avait remis en cause la primauté du droit européen. Donc voilà, si vous voulez, sans entrer dans tous les détails, l'ambition politique du livre est, on pourrait dire, le corollaire de son ambition philosophique, et c'est de combattre le souverainisme. Merci beaucoup. Alors, un petit cours de rattrapage, on va se tourner vers la professeure de philosophie, un petit cours de rattrapage pour certains, et pour mettre bien les pendules au clair sur la notion de souverainisme. Je vous cite, « Le souverainisme est une nébuleuse politique dangereuse qui a le vent en poupe. Les théories qui en relèvent accordent la primauté absolue à la souveraineté nationale par rapport aux instances supranationales et soutiennent que souveraineté étatique et souveraineté populaire sont indissociables. » Alors on se souvient de l'intervention d'Elisabeth, cette autrice de ce matin, qui parlait d'ethnicité souverainiste. Est-ce que vous pouvez confirmer cet état de fait ? Alors en fait, il y a plusieurs catégories de souverainisme, il y en a plusieurs variantes. Et il ne faut pas caricaturer l'adversaire que l'on veut combattre, donc je ne vais pas le faire. Il y a effectivement une forme de souverainisme qui se combine avec un nationalisme ethniciste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'ambition de considérer que la démocratie, par exemple, va reposer sur un peuple homogène. Donc éventuellement religieusement, éventuellement racialement, éventuellement ethniquement. Ça, c'est une version qui existe du souverainisme, mais Dieu merci, ça n'est pas la seule et ça n'est pas celle qui est majoritaire en France. Il y a une autre variante du souverainisme qui considère que ce qui importe, ce n'est pas le peuple ethnique, mais le peuple civique. Donc c'est la République avec un grand R, si vous voulez, et c'est en fait une conception de la souveraineté du peuple qui repose notamment sur un des auteurs qui m'est le plus cher, par ailleurs, dans l'histoire de la philosophie, à savoir Jean-Jacques Rousseau. Et Rousseau, en tant qu'inspirateur de la Révolution française, est un théoricien majeur de la souveraineté populaire. Et il a, on pourrait dire, de très bonnes raisons de défendre la souveraineté du peuple. Mais ce qu'on sait moins, et c'est ce que j'ai essayé de rappeler dans le livre, c'est que Rousseau, c'est aussi, par ailleurs, quelqu'un qui a tenté de penser à l'échelle de l'Europe quelque chose comme une confédération. À l'époque, il n'y avait pas de différence entre confédération et fédération. Et donc, si vous voulez, on a une sorte de vision un peu caricaturale d'un Rousseau apôtre de la République et de la souveraineté du peuple, alors qu'en fait, Rousseau est lui-même beaucoup plus complexe, et il considérait notamment que la République telle qu'il la concevait était impossible en France à l'échelle d'un État-nation. C'était vraiment la République comme, voilà, pour des villes comme Genève, pour des petits pays comme la Corse, mais bon, pas pour des grands pays de la taille de la France. Donc si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a plusieurs variantes du souverainisme, mais ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de restituer les arguments les plus forts du souverainisme pour essayer justement de les réfuter, de montrer que ce sont des sophismes. Alors, j'essaye de ne pas caricaturer mon adversaire, voilà, c'est ce que je disais, et il me semble que de ce point de vue, il ne faut pas, disons, voilà, traiter les souverainistes de nationalistes. Certains le sont, mais tous ne le sont pas. Très bien. Alors, vous nous avez parlé de l'ambition politique de ce livre, et je vous cite, en réfutant la thèse du no-démos, l'ambition de ce livre est donc à double détente. Au-delà de la question européenne, il espère mieux saisir la grammaire de la politique moderne. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette grammaire de la politique moderne? Oui, alors la formule paraît un peu pompeuse, mais en réalité, c'est assez simple. C'est vraiment, le livre est vraiment une réflexion sur la démocratie et le devenir de la démocratie. Donc le devenir de la démocratie au regard des évolutions géopolitiques d'une part. Donc que devient la démocratie dans un monde d'empire, dans un monde où les États autoritaires sont de plus en plus autoritaires? C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de la Turquie, on pourrait donner d'autres exemples. Donc moi je viens de Montesquieu, vous l'avez dit, Montesquieu c'est un grand penseur de la différence entre les États libres et les empires, et aussi quelqu'un qui pense que les empires ne disparaîtront jamais. Et donc nous, en Occident, on a cru un moment
que les empires allaient perdre de leur pouvoir et que petit à petit, la démocratie allait gagner du terrain à l'échelle mondiale. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Et que c'est au contraire la démocratie qui perd du terrain. Et donc, cette fragilité de la démocratie, je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients et qu'on essaye de se demander comment est-ce que la démocratie peut survivre dans un monde d'empire. C'était la question de Montesquieu. Il ne l'appelait pas démocratie, mais il l'appelait liberté politique. Et c'était à peu près ce qu'il défendait, était ce que je défends aussi. Donc, si vous voulez, il y a cette première question qui est que devient la démocratie en géopolitique? Et puis, il y a la question que devient la démocratie dans le monde économique qui est le nôtre. C'est-à-dire la mondialisation des flux, et en particulier des flux financiers, la mondialisation des flux migratoires, la mondialisation, voilà, on pourrait dire, de la structure des multinationales qui sont parfois plus puissantes que les États souverains. Donc, que devient la démocratie quand les GAFAM, comme on dit un petit peu vite, peuvent en fait leur imposer leurs lois? Donc, ça veut dire, de mon point de vue, que dans les deux cas, la souveraineté est menacée. Et donc, la réponse, ça ne peut pas être de se crisper sur la souveraineté nationale, ça ne peut pas être de se replier dans un monde imaginaire où on espère qu'on sera libre ensemble, mais c'est d'essayer de penser, ben voilà, une structure supranationale, comme l'Union européenne, et la manière dont cette structure peut accommoder la démocratie. Donc, mon livre est un livre, entre guillemets, pro-européen, bon, je ne m'en cache pas, dans un contexte qui l'est très peu, hein, en France. Et par ailleurs, c'est un ouvrage qui défend le fédéralisme européen dans un pays, la France, qui n'est pas du tout fédéraliste et même assez hostile au fédéralisme. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça l'enjeu fondamental pour moi, c'est comment penser le devenir de la démocratie. Et se dire aussi que bien sûr nos démocraties vont être transformées, vont être altérées, vont être métamorphosées, mais si on ne veut pas penser cette métamorphose, ben en fait on n'a aucune chance que nos démocraties survivent. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est qu'on n'est pas seulement dans un livre qui s'élève contre, avec des objections, on est aussi un livre qui est là pour faire des propositions institutionnelles, philosophiques, politistes, que ce soit par des think tanks ou même au niveau du Parlement européen. Donc, vous parliez de cette République fédérative européenne. Est-ce qu'on se rapproche d'une République fédérative européenne telle que peut l'imaginer un Thomas Piketty, par exemple ? Oui, ben merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que j'ai dialogué notamment la semaine dernière avec Thomas Piketty parce que je trouve qu'en France, c'est le seul vraiment intellectuel, grand intellectuel, qui a pris à bras le corps cette question avec toute l'autorité que lui donne sa grande maestria scientifique par ailleurs. Et donc en fait, Piketty défend le fédéralisme, hein. Thomas Piketty défend le fédéralisme depuis très longtemps, un fédéralisme fiscal, social et environnemental, c'est-à-dire aussi une manière de repenser l'impôt, hein, puisque lui c'est vraiment ça son sujet, repenser l'impôt à l'échelle européenne, pour éviter notamment les paradis fiscaux, y compris internes à l'Europe, comme le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, qui sabotent en fait le pacte social dans nos États-nations. Parce qu'en fait, voilà, si le capital peut fuir à l'intérieur de l'Europe, il n'a même pas besoin de fuir à l'extérieur. Évidemment, ça met en danger les services publics. Donc si on ne résout pas ce problème-là, on n'a aucune chance que nos services publics restent à la hauteur de ce que nous espérons. Donc tous les combats seront vains. Mais par ailleurs, Thomas Piketty, c'est quelqu'un qui est évidemment plus sensible à ces questions économiques et fiscales qu'à des questions institutionnelles et politiques proprement dites. Et donc c'est vrai que, par exemple, quand il a proposé ce qu'il appelle le Parlement de la zone euro, moi j'étais un petit peu sceptique parce que je considère qu'on a déjà 3 grandes instances dans l'Union européenne. Vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le triangle institutionnel, donc la Commission, qui est l'organe supranational, le Conseil européen et le Conseil des ministres, l'organe intergouvernemental, qui est nos chefs d'État et de gouvernement, et puis le Parlement européen, qui est l'organe que nous élisons. Donc on a déjà un organe fédéral, un organe intergouvernemental et un organe supranational. Si vous rajoutez un 4e organe à ce tricaméralisme, je pense que la complexité qui est déjà importante de l'Union européenne va devenir quelque chose de complètement fou. Voilà, donc c'est juste pour des questions pragmatiques que j'ai un désaccord avec Thomas Piketty, mais sur le fond, je pense qu'il fait un travail absolument remarquable et que grâce à lui,
l'idée fédérale est moins honnie en France qu'elle pourrait l'être s'il n'était pas là. Alors Thomas Piketty qui se présente comme économiste et absolument pas comme philosophe, ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Alors on va rentrer dans ce livre tous ensemble pour essayer de pouvoir dénouer ces 6 objections au souverainisme que vous faites, avec donc les 2 premiers chapitres qui sont consacrés aux objections exclusives au souverainisme conservateur, les 2 suivants qui sont les objections partagées par les souverainistes conservateurs et républicains, et puis les 2 derniers qui sont des objections souverainistes républicaines. Alors, dans la première de ces objections, on a cette question de la démocratie liée à la notion de nation. Et là, je trouve que, je vais vous citer parce que je trouve que c'est extrêmement bien dit, dans l'œuvre du philosophe David Miller, l'importance de la nation est d'abord réaffirmée afin d'ancrer l'identité personnelle, les devoirs éthiques et l'autodétermination politique. Tant la solidarité sociale que l'obligation politique supposerait l'appartenance à une même nation. La définition de la nation s'opère ici non par la race, l'ethnie ou même la langue, mais par plusieurs caractéristiques majeures, au premier rang desquelles la croyance mutuelle qu'ont les membres d'appartenir à un nous, à une communauté politique. Alors, est-ce que vous pourriez nous étoffer cette pensée ? D'abord, merci beaucoup d'avoir rappelé. Alors, David Miller, juste, je le resitue très brièvement, c'est un penseur politique britannique qui, depuis les années 1990, a, disons à mon avis, la position philosophique souverainiste la plus cohérente, la plus puissante, voilà, en théorie politique, comme ils disent, qui soit. Et la grande force de David Miller, c'est de dire, bon, à l'échelle du monde, nous pouvons nous considérer comme des citoyens du monde, mais à l'échelle du monde, nous n'avons pas de devoir de justice. Si nous croisons quelqu'un qui n'est pas de notre pays, nous n'avons pas de devoir de justice à son égard. La seule chose que nous avons à l'égard d'un étranger, c'est, dit Miller, des devoirs d'assistance humanitaire. Nous avons des devoirs à venir, en aide à ceux qui sont dans la détresse d'un point de vue humanitaire. Mais les devoirs de justice sont réservés à ceux avec qui nous partageons une communauté politique. La solidarité est quelque chose qui est lié à l'appartenance à une communauté et aux devoirs et aux droits que nous partageons réciproquement. Et donc, de ce point de vue-là, la théorie de Miller est extrêmement puissante, puisqu'au fond, il y a quelque chose d'assez intuitif. En effet, nous formons une communauté avec ceux avec lesquels nous voulons vivre, et en ce sens, nous payons des impôts, nous acceptons parfois des sacrifices financiers pour aider ceux qui sont moins riches, mais au fond, cette ambition de justice, nous ne pouvons pas la partager avec le monde entier. Il y a une sorte de restriction de la solidarité à l'intérieur des frontières. Et seule la nation nous permet d'ancrer ce désir de justice. Or, moi, je voulais aller au-delà en fait, de cette théorie et montrer qu'en fait, on pouvait avoir des devoirs de justice au-delà de l'État-nation. Alors, au-delà de l'État-nation, il y a 2 possibilités. Soit on considère qu'on a des devoirs de justice envers tous les humains, et ça, c'est le cosmopolitisme en philosophie, et c'est une théorie très noble, c'est une théorie idéaliste, mais extrêmement noble. Soit on considère qu'il faut en effet une forme de communauté politique pour avoir des devoirs de justice, mais que ça n'est pas forcément la nation qui en est le fondement. Et ça, c'est cette 3e théorie que moi je défends, en disant on peut penser la justice au-delà de l'État-nation, mais pas nécessairement à l'échelle du monde, pour des raisons assez compliquées, mais qu'on peut bien imaginer, mais disons pour des raisons réalistes, et par le fait que les devoirs de justice doivent être ancrés dans une, disons, communauté politique. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça, à la fois la manière dont je pense que Miller a très bien posé le problème, jusqu'où avons-nous des devoirs de justice, mais en même temps, à mon sens, il a trop restreint, disons, la sphère de nos devoirs. Voilà. Démocratie et nation qui est tout à fait compatible avec une souveraineté étatique. Alors là aussi, je vous cite, « Il faut nous délester d'une conception métaphysique de la souveraineté et concevoir celle-ci dans le sillage des fédéralistes américains comme un faisceau de droit. » Bon, merci. Oui, alors je vais essayer d'expliquer ça de manière, disons, relativement simple. Aujourd'hui, quand on pense la souveraineté, et c'est vrai en particulier en France, où on est assez rousseauiste, la souveraineté, elle est une
indivisible, absolu, inaliénable et perpétuel. Ce sont ces 5 attributs que l'on pense comme attachés, inhérents à la souveraineté. Alors en fait, le premier à l'avoir pensé, c'est Jean Bodin au XVIe siècle, le premier grand penseur de la souveraineté au moment des guerres de religion. Et l'idée, c'était donner au roi un pouvoir qu'il n'avait pas vraiment auparavant, à l'extérieur à l'égard du pape et de l'empereur, à l'intérieur à l'égard des seigneurs féodaux. Donc isoler, on pourrait dire, la sphère de la royauté, le royaume, et en particulier le pouvoir monarchique, de ceux qui veulent interférer avec lui, ceux qui sont au-dessus de lui ou ceux qui sont au-dessous. Donc la souveraineté, c'était une manière de dire, voilà, le roi est maître en son royaume et personne ne peut interférer avec lui de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors, moi, je défends une autre tradition de la souveraineté. Une tradition de la souveraineté qui est apparue au XVIIIe siècle et qui est apparue dans un dialogue qui est tout à fait passionnant entre Montesquieu en France, d'une part, et d'autre part, ceux qu'on appelle les fédéralistes américains que vous avez cités, aux États-Unis, au moment constituant, c'est-à-dire au moment des débats autour de la ratification de la Constitution américaine en 1787. Donc ceux qu'on appelle les fédéralistes, qui eux-mêmes s'appelaient Publius, pour rappeler l'époque romaine, les fédéralistes sont ceux qui veulent que les 13 colonies américaines deviennent un État fédéral. Tandis que les antifédéralistes, à l'époque, étaient très puissants aussi, et eux aussi, inspirés par Montesquieu, voulaient que les 13 colonies restent une confédération. C'est-à-dire, en fait, qui pouvaient être alliés pour faire la guerre à l'Angleterre, ou qui pouvaient être alliés pour le commerce, mais qui n'avaient pas véritablement de structure gouvernementale centrale. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que tous les deux, antifédéralistes et fédéralistes, s'inspirent de Montesquieu, c'est leur héros absolu, et tous les deux disent pourquoi, oui, Montesquieu a dit qu'il fallait faire une fédération, ou non, Montesquieu n'avait pas dit qu'il fallait faire une fédération. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais ce débat est passionnant, et tout d'un coup, dans ce débat, un nouveau concept de souveraineté apparaît. Montesquieu, lui, n'utilise pas le concept de souveraineté. Mais Madison l'utilise et l'utilise de plus en plus. Et il va inventer un nouveau concept de souveraineté, James Madison, qui est un concept de souveraineté partagée. Une souveraineté qui, plus tard, sera dite aussi duale, c'est-à-dire une souveraineté qui peut à la fois fonctionner pour les États, là, les 13 colonies associées, et en même temps pour le niveau fédéral. Alors après, qui dit partage de souveraineté dit potentiellement conflit de souveraineté. Et évidemment, il y a toujours eu des conflits de souveraineté aux États-Unis, et conflits entre le niveau fédéral et le niveau local, avec la guerre civile au XIXe siècle, qui est un moment de clarification des enjeux autour de la fédération. Il y a des enjeux autour de l'existence de la Cour suprême, comme Cour fédérale, évidemment. Donc il y a toutes sortes de moments de flux et de reflux de la centralisation et de la décentralisation, mais tout d'un coup, on a un nouveau concept de souveraineté qui est une souveraineté partagée, un faisceau de droits, un ensemble de compétences qui peuvent se distribuer parce qu'au fond, c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui est souverain et donc qui décide de déléguer telle ou telle partie de son pouvoir à tel niveau, niveau local, niveau régional, niveau national, niveau supranational. C'est le peuple lui-même, en tant que titulaire de la souveraineté, qui la délègue à ses représentants. Et ce modèle-là, c'est le modèle que je défends, celui que défendait Jean Monnet, au moment où il avait conçu les États-Unis d'Europe. Donc si vous voulez, Jean Monnet, vous connaissez sans doute dans ses mémoires, Jean Monnet était un fédéraliste convaincu, mais Jean Monnet était parfaitement convaincu aussi du fait que jamais le fédéralisme ne pourrait l'emporter après la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a eu cette politique des petits pas, ce qu'on appelle parfois le néo-fonctionnalisme, c'est un peu moche, cette politique des petits pas en disant on va faire la communauté économique charbon-acier, on va mettre ensemble les pôles sidérurgiques français et allemands, et une fois qu'on aura mis ensemble ces pôles industriels et ceux avec quoi on fait des armes accessoirement, on va non seulement réconcilier les pires ennemis, la France et l'Allemagne, mais en plus, on va mettre sur pied le noyau d'une structure fédérale. Et les premières institutions de la CECA, dès 1951, sont des institutions fédérales. On ne le sait pas forcément, mais celui qui les a conçues, notamment auprès de Jean Monnet, c'est un juriste français, un grand juriste, qui s'appelle Paul Reuter. Et c'est lui qui conçoit la haute autorité de la CECA, qui est l'ancêtre de la Commission européenne.
Et cette haute autorité de la CECA, c'est la première instance supranationale européenne. Voilà. Donc après, il y a une assemblée parlementaire consultative qui, au cours de l'histoire européenne, va prendre de plus en plus de pouvoir, jusqu'à devenir le Parlement européen élu au suffrage universel. Et il y a d'autres instances, comme la Cour de justice, alors, qui existait déjà au moment de la CECA, hein, il y avait déjà une Cour fédérale, et qui va elle aussi prendre une ampleur absolument inégalée. Alors au point que, hein, et je terminerai là-dessus, au point que aujourd'hui, beaucoup pensent que cette Cour fédérale a trop de pouvoir. Et qu'on est passé du gouvernement du peuple au gouvernement des juges. Et ça, c'est une vraie question que je pose dans le livre, c'est une objection légitime. Parce que le pouvoir des juges, comme aujourd'hui le pouvoir de la Cour suprême, qui remet en cause le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est un pouvoir qui peut être dangereux pour la démocratie. Mais c'est un pouvoir aussi que la démocratie doit intégrer. Donc, en fait, cette question du rapport entre le législateur et le juge, elle est au cœur de nos équilibres démocratiques et on ne peut pas s'abstenir de la penser aujourd'hui dans nos démocraties. Donc pas de, bien sûr, souveraineté absolue. Et vous dites également qu'il faut s'ériger contre une idée de l'Europe comme un panel de consommateurs et de producteurs. Là aussi, je vous cite très rapidement, pour les ordo-libéraux allemands, comme Walter Eucken, Alexander Rusthoff ou Wilhelm Röpke, qui optent pour la théorie de la démocratie de consommateurs, voter ou consommer reviennent à exprimer des préférences individuelles. Désireux de lutter contre la concentration économique et politique, ils affirment les bienfaits de la concurrence, le citoyen consommateur et la finalité du système économique et politique, celui qui doit, en dernière instance, bénéficier d'un régime de liberté. Et donc ça, c'est une objection assez forte que vous émettez. Oui, alors en fait, le dernier chapitre du livre est consacré à la question de l'Europe sociale. Parce que pendant très longtemps, et en France notamment, on a dit l'Europe sociale est un mythe, c'est une illusion, c'est un leurre, et l'Europe sociale n'aura pas lieu. C'est le titre d'un ouvrage qui a eu beaucoup de succès. Donc la question que j'ai voulu reprendre, c'est finalement pourquoi dit-on que l'Europe sociale n'aura pas lieu ? On a une Europe économique, on a un marché intérieur qui fonctionne, qui est régulé par ailleurs par des normes, et on a une Europe politique qui fonctionne plus ou moins bien, qui n'est pas à la hauteur en tout cas de ce marché intérieur. Mais l'Europe sociale, il n'y en a pas beaucoup, pense-t-on, en tout cas en général. Alors, en fait, ceux que vous citez, les ordo-libéraux allemands, ce sont en fait un groupe d'intellectuels et aussi d'hommes politiques qui, d'entre les années 30 et les années 60, en Allemagne, ont en quelque sorte proposé une nouvelle théorie de l'État, où l'État devait être fort pour construire le marché. Alors, je souligne que ce sont des gens qui n'ont jamais été du côté des nazis. Enfin, il y a eu un seul parmi les ordo-libéraux qui ont eu des trajectoires politiques très différentes. Mais en fait, profondément, l'ordo-libéralisme s'est opposé de manière, on pourrait dire, assez frontale au nazisme, qui était une forme de dirigisme qui ne leur convenait pas du tout. Ce que défendaient les ordo-libéraux, c'était le marché, certes, la société de marché, certes, mais la concurrence libre et non faussée. Et donc une critique radicale des monopoles, par exemple. Donc si vous voulez, leur idée, c'était qu'il fallait que l'État se mette au service du marché. Or, il est vrai, et c'est une critique qu'on fait souvent à l'Union européenne, que les ordo-libéraux ont eu un poids politique important dans la construction, d'abord des communautés économiques européennes, puis de l'Union européenne. Alors la question, c'est quel poids ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu d'autres influences intellectuelles ? Est-ce qu'il y a d'autres origines intellectuelles de l'Europe que l'ordo-libéralisme allemand ? Et ce que beaucoup de penseurs aujourd'hui savent et disent, alors je cite notamment un livre récent d'Aliénor Ballanger qui s'appelle « La démocratie communautaire » et qui le montre très bien, il y a au moins 3 grandes influences à l'origine de l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe que nous connaissons. Il y a effectivement l'ordo-libéralisme allemand, mais il y a aussi, et on l'oublie trop souvent, non seulement le planisme, le dirigisme à la française, de Jean Monnet, Monnet est un planiste, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aussi le fédéralisme italien. Et le fédéralisme italien, il vient de la résistance au fascisme, et il a été extrêmement puissant dans les années 50, avec notamment la figure presque mythique d'Altiro Spinelli, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais ça a été la très très grande figure du fédéralisme italien.
Et je rappelle simplement qu'on a ce manifeste, le manifeste de Ventotene, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais lisez-le. C'est un texte magnifique qui a été écrit par ces 3 résistants antifascistes, que sont Spinelli et Rossi, et un troisième, qui, en quelque sorte, étaient exilés par Mussolini sur une petite île, Ventotene, et ils ont écrit ce manifeste pro-européen sur du papier à cigarette. Ils l'ont caché, ils l'ont fait passer sur le continent via Ursula Hirschmann, la sœur d'Albert Hirschmann. Et en fait, ils ont réussi à diffuser leurs idées fédéralistes largement en Europe. Et au moment, disons, de l'apogée du fédéralisme, c'est-à-dire le congrès de La Haye en 1948, les fédéralistes italiens étaient très forts. Ils ont ensuite complètement disparu. Et aujourd'hui, on les a presque oubliés, à part les spécialistes qui travaillent sur ces questions. Et donc voilà, moi dans le livre, j'ai aussi voulu restituer cette vérité historique, dire non, c'est pas vrai que l'Europe n'a qu'une source. Ça serait vraiment caricatural de dire que l'ordolibéralisme allemand est la seule source de l'Union européenne. C'est vrai que l'ordolibéralisme allemand a eu de plus en plus de poids dans les années 80-90, 1980-1990. C'est le moment du triomphe de l'ordolibéralisme allemand. Parce que Helmut Kohl remet l'ordolibéralisme au goût du jour. Et ça va être particulièrement fort après la réunification de l'Allemagne et la chute du mur de Berlin. Parce qu'il y a eu un moment, effectivement, du triomphe, entre guillemets, des idées néolibérales. Mais il ne faut pas caricaturer l'Union européenne et dire, voilà, l'ordolibéralisme, c'est, comme on dit, hein, la seule voie. Bon, je crois que le néolibéralisme n'est pas la seule idéologie de l'Union européenne. Je voudrais vous citer une toute dernière fois, en particulier sur cette notion de citoyenneté sociale européenne. La liberté de circulation associée au principe de non-discrimination s'est muée en principe égalitérien plutôt que libertarien, source de véritables droits sociaux. Donc vous terminez ce livre de façon assez, j'allais dire, positive, puisque vous faites en fait du moteur de cette nouvelle façon de voir l'Europe basée sur la solidarité. Oui, alors en fait, la thèse que défend le livre, c'est que si on veut une république fédérative européenne pour ne pas être livré aux forces du marché et on pourrait dire aux aléas de la géopolitique, donc si on veut essayer de construire quelque chose ensemble, il faut absolument qu'il y ait un fédéralisme social, fiscal et environnemental. Et j'accorde beaucoup d'importance à la question des droits sociaux et à la question des droits environnementaux. Donc du côté environnemental, l'Europe a fait beaucoup. Du côté des droits sociaux, il y a eu moins qui a été fait. Donc j'essaye d'évaluer le bilan, c'est pas forcément très facile, mais j'essaye d'évaluer le bilan, sachant que l'Europe n'a pas de compétences sociales. C'est-à-dire qu'en fait, les États l'ont gardé pour eux, donc ils n'ont pas donné à l'Europe le droit de légiférer en matière sociale, mais que comme d'habitude, l'Union européenne fait toujours des petits putschs institutionnels. Ils ont quand même réussi, notamment par la voie de la Cour de justice, d'impulser ce que j'appelle, après d'autres, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai inventé, une citoyenneté sociale européenne. Et il faut savoir aujourd'hui, par exemple, si vous réfléchissez au Brexit et aux causes profondes du Brexit, que cette citoyenneté sociale européenne, c'est sans doute la cause majeure du Brexit. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire vite, il y a la question de l'immigration, bien sûr, mais il y a aussi la question des droits sociaux, c'est-à-dire les allocations familiales, les prestations sociales, tout ce qu'on appelle les droits qui sont associés à l'État-providence, qui sont accessibles à tous les Européens. Et donc, en particulier en Angleterre, où ils avaient une législation assez favorable, en fait, plus que dans d'autres États membres, eh bien, c'est vrai qu'il y avait quasiment 1 million de Polonais, Roumains, Bulgares, qui les aidaient bien d'ailleurs, enfin ils sont bien embêtés depuis qu'ils ne sont plus là, mais qui les aidaient de fait et qui pouvaient bénéficier de l'État-providence anglais. Et donc, si vous voulez, cette extension, cette ouverture de nos États-providence, elle est à la fois bénéfique à certains et en même temps, on pourrait dire maléfique pour d'autres, parce qu'en fait, ils contribuent, mais ils voient que d'autres profitent aussi. Et parfois, ce sont des travailleurs, mais parfois, ça peut être aussi des gens à la retraite, des gens en recherche d'emploi, des gens qui ont perdu leur emploi. Et donc, cette question de repenser l'État-providence, elle est décisive aujourd'hui. Donc voilà, la Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a beaucoup œuvré pour cette citoyenneté sociale. Et donc on a aujourd'hui une citoyenneté sociale européenne. Beaucoup de gens l'ignorent d'ailleurs, c'est étonnant en France. Souvent mes étudiants ne le savent pas. Mais il faut savoir que cette ouverture des États-providence, elle est dangereuse aussi
pour ceux qui ont un État-providence très attractif et qui voient que, ben voilà, notamment depuis l'élargissement aux 10 pays de l'Est en 2004, eh bien, qui voient que, effectivement, ça crée de la migration pour pouvoir aussi parfois bénéficier de ces États-providence. Et donc, toute la question, c'est trouver le bon équilibre, et ça, on peut le faire qu'au niveau fédéral, pour réussir à réguler ces États-providence et faire en sorte que tout le monde profite et tout le monde contribue également dans ce que j'ai appelé la République fédérative européenne. Merci beaucoup. Alors, je termine par une toute dernière question. On est dans le cadre du Festival international des écrits de femmes. Le paysage philosophique, penser l'Europe de philosophie politique est extrêmement masculin, voire que masculin. On peut citer Pierre Manant à l'EHESS, Étienne Balibar à Paris-Nanterre ou encore Jean-Marc Ferry à Nantes. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme qui pense l'Europe dans un contexte essentiellement masculin? Oui, alors c'est vrai que quand on m'a invitée, j'étais très très honorée et puis je me suis dit c'est curieux parce que je ne travaille pas directement sur des questions féministes. Et donc Frédéric m'a très très aimablement dit mais c'est pas grave parce que vous êtes une femme. Et donc, en un sens, je me suis dit, oui, bon, bah alors, très bien. Alors, c'est vrai que sur ces questions européennes, et en particulier en philosophie, parce que c'est pas vrai en droit, et c'est pas vrai non plus en théorie politique au même titre chez les politistes, mais en philosophie, je me suis sentie assez seule. Alors, il y a une jeune génération, il y a notamment Mathilde Unger qui vient de la philosophie et puis qui est passée en droit aussi, qui a publié un beau livre sur la justice sociale dans l'Union européenne récemment, cette année. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, on n'est pas nombreuses à travailler sur ces questions européennes et je le regrette parce que ce sont des questions absolument passionnantes dont il faut qu'on s'empare toutes pour pouvoir essayer de penser l'avenir de nos démocraties. Donc l'appel est lancé. Merci beaucoup Céline Spector. Je rappelle votre livre Nos Démos, publié par Seuil, l'ordre philosophique que vous retrouverez à la librairie. Merci.